Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce mercredi 17 décembre pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité et d'informations pratiques 100% vendéennes que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée. Et justement, en parlant de ces équipes de TV Vendée, un bonjour également à Julien en régie qui réalise cette émission tous les matins à nos côtés. Si vous souhaitez vous aussi participer ou réagir à cette matinale, un numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai au cours de cette matinale ou tout simplement de nous indiquer quel temps fait-il chez vous au réveil. Et justement, en parlant de météo, voici qui s'affiche la carte météo qui vous attend aujourd'hui en Vendée. Au réveil, vous l'avez peut-être constaté en ouvrant vos volets, le brouillard s'est installé sur la Vendée ce matin. Prudence donc si vous prenez la route du côté des températures 8 à 9 degrés. C'est ce qu'affiche le mercure ce matin au réveil. Et puis cet après-midi, vous le voyez, les températures grimpent légèrement, 10 à 12 degrés d'attendus en Vendée, avec des brumes et des brouillards qui se lèvent. Vous le voyez, ces images qui nous proviennent de l'abbaye de Maizé, qui est sous le brouillard ce matin. Et je le disais donc, cet après-midi, cette brume et ce brouillard devraient se lever pour laisser place à un temps tout de même très nuageux. Direction le bord de mer, le littoral, et jetons un coup d'œil aux horaires des marées du jour. En ce mercredi 17 décembre, les marées du côté de Beauvoir-sur-Mer et du passage du Gois. Une première basse mer ce matin à 9h14. La première pleine mer est elle prévue tout à l'heure à 15h02. Les coefficients du jour 58 à 61. Je ne cesse de le répéter cette semaine, plus les coefficients sont faibles, moins vous avez le temps de traverser le passage du Gois. Il faut donc se rapprocher de l'heure de la marée basse pour éviter tout problème. Vous avez peut-être prévu de prendre votre voiture pour aller au travail, emmener vos enfants à l'école ou tout simplement aller faire vos courses. Voici une liste des chantiers que vous pourriez rencontrer sur la route justement ce matin. Pour celles et ceux qui sont dans le secteur de la Boissière de Montaigu, attention à la D23, des travaux d'élagage sur la route départementale reliant la Guyonnière, la Boissière et Bazoges-en-Paillé. Cette route est donc fermée, la voie est interdite, une déviation est mise en place jusqu'à ce vendredi 19 décembre. Et puis dans le sud Vendée, c'est à Vix cette fois-ci que ça se passe. La D25, la route menant à Maillé ou encore à la Charente-Maritime est fermée en raison de la création de chicanes et ce jusqu'à ce week-end. Je vous parlais de marché il y a quelques instants que vous alliez peut-être faire ce matin. En voici une liste, 4 marchés qui s'affichent à votre écran. Direction tout d'abord les Herbiers de 7h45 à 12h30. Le marché couvert Saint-Pierre, rue de l'Église. Dans le sud Vendée, 2 marchés, un à Fontenay-le-Comte et l'autre à Luçon de 7h à 13h du côté de Fontenay-le-Comte et de 7h30 à 12h30 sous les halles couvertes de Luçon. Un 4e marché que nous vous proposons aujourd'hui. Cette fois-ci, en fin de journée, c'est du côté de Belvigny avec les halles de Belleville-sur-Vie ouvertes de 17h à 21h. Et en ce mercredi 17 décembre, le soleil se lève à 8h45, il se couche à 17h19, une petite minute d'ensoleillement de moins aujourd'hui et nous fêtons les Gaël et les Judicaël, alors bonne fête à tous ceux de votre entourage. Allez, c'est l'heure de votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Un peu plus de 3 jours du choc face au Paris Saint-Germain. Le Vendée Fontenay Foot s'active dans les préparatifs de cette rencontre hors du commun. Au 14 rue des Orfèvres, la mairie a mis à disposition du club et de ses bénévoles une salle pouvant accueillir le public qui souhaite acheter des billets pour le match ou encore une place dans les bus qui prendront le chemin de la Beaujoire. Une partie de ces places ayant d'ailleurs été subventionnée par la ville, la communauté de communes et le département. L'idée de la boutique, bien sûr, c'est de réunir et de capter les gens qui ont besoin de renseignements, les accompagner à accompagner
toute la population qui parfois est en difficulté avec les billets en ligne, puisque la billetterie du FC Nantes est uniquement en ligne. Nous aurons des billets également à partir de mercredi, 300-400 billets disponibles en papier thermique. Ici, nous y avons installé notre boutique avec le merchandising, c'est-à-dire des écharpes, des bonnets, des t-shirts et la vente de bus aussi, j'oubliais. Le but étant que ça soit une fête populaire et que les gens puissent aller au stade de la manière la plus simple et la moins chère possible pour eux. Et la Beaujoire affiche presque complet. La majorité des billets ont été vendus en quelques heures, mais il reste des places. Elles sont actuellement en pré-réservation et seront disponibles en boutique vendredi jusqu'à samedi 12h30. Pour celles et ceux qui ont acheté une écharpe en ligne, un point de retrait sera mis en place directement à la Beaujoire. D'autres seront distribués à la montée dans le bus depuis Fontenay. Lui a vécu des émotions similaires avec le Vendée Fontenay Foot en Coupe de France. C'était en 2011 et la réception du FC Lorient. Anthony Gauvin, entraîneur du VFF pendant 10 ans, nous a donné son ressenti avant la rencontre exceptionnelle que vont vivre les Fontenaisiens. Déjà de jouer à la Beaujoire, alors ça va être exceptionnel, évidemment un grand stade, mais je ne suis pas sûr que ça favorise vraiment le club de Fontenay, parce que plus il y a d'espace, plus c'est difficile et plus on court. Et bon voilà, et Paris est quand même aujourd'hui champion d'Europe. Bon, ça va être une grande fête, mais je pense que là, il y a trop d'écart véritablement entre ces deux équipes-là, même si je pense que on ne va pas avoir toutes les grandes stars du Paris Saint-Germain, mais mine de rien, bon, voilà, la fête va être très grande, je pense que le stade va être plein, je pense que les joueurs vont participer et vont apprécier cet engouement-là. Moi, on avait fait avec Fontenay, on avait fait Lorient et Troyes, voilà, pendant que j'étais à Fontenay, on avait joué à Desgranges ici contre Lorient. Bon, c'est différent parce que là, évidemment, le PSG reste quand même l'équipe aujourd'hui qui porte le football français. Donc voilà, bon, je pense qu'ils vont profiter de la situation. Mais au-delà, par rapport en tout cas aux herbiers, je pense que la marche est vraiment trop haute. Et sachez que le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France féminine a lui été réalisé hier. Dernier club vendéen en lice, La Roche-ESO affrontera le Stade Malherbe de Caen le 11 janvier 2026. Et restons dans le sud Vendée, direction Luçon, où la messe d'installation du nouvel évêque du diocèse a été célébrée ce dimanche. Monseigneur Renaud de Dinechin, jusqu'alors évêque de Soissons, succède ainsi à Monseigneur François Jacolin. Voilà, évidemment, mes premières semaines, ça va être une prise de contact. Donc je vais aller au-devant. Je vais commencer par aller rencontrer les prêtres. Donc je vais me circuler dans tous les doyennés, on pourrait dire les cantons, pour aller à la rencontre des prêtres et les écouter. Et puis je ferai pareil avec les équipes, les petites équipes qui sont en collaboration sur les paroisses, voilà, pour sentir et tenter, bon, je ne dis pas de comprendre, mais en tout cas de pouvoir me mettre en action. Alors les actions d'un évêque, d'abord c'est le lien avec les prêtres, puisque c'est l'évêque qui ordonne un prêtre et qui lui donne sa mission. Idem pour les diacres, et puis aussi pour un certain nombre de baptisés laïcs qui reçoivent une mission de l'évêque. Oui. Ensuite, l'évêque, c'est celui qui va à la rencontre des jeunes qui demandent à être confirmés dans leur baptême. Et donc, j'aurai l'occasion de circuler très rapidement pour aller sur les paroisses dans le territoire à la rencontre des jeunes. Et c'est un programme déjà bien rempli qui l'attend pour ses premières semaines en Vendée en cette période de fête. Monseigneur Renaud de Dinechin sera d'ailleurs notre invité demain matin dans la matinale. Une période de fête, je le disais, qui voit l'activité des livreurs de colis bondir. Les entreprises vendéennes n'échappent pas à cette intensification de l'activité. Après un mois de novembre porté par le Black Friday, place désormais aux cadeaux de Noël qui doivent arriver avant le 24 décembre sous le sapin. Alors pas question de ralentir la cadence. On prépare Noël, on livre les petits joujoux qui vont être au pied du sapin et c'est un pic d'activité qui se prépare déjà depuis 3 semaines. Les volumes augmentent à l'approche des fêtes et on a des volumes qui oscille à 23 000 colis jour au lieu de 13 000 habituellement sur le reste de l'année. En chiffre d'affaires, ça représente une hausse du chiffre d'affaires sur le mois entre 20 et 30
30% environ. En termes d'organisation, c'est des moyens en tant qu'homme, en tant que dans notre recrutement, mais c'est des moyens aussi en termes de parc. Il faut louer plus de véhicules sur une période très très courte et faire donc attention à ne pas non plus mettre trop de moyens donc en œuvre. Donc c'est juste l'équilibre à trouver. Voilà. Je vous l'annonçais hier matin, une manifestation s'est déroulée ce mardi devant les locaux de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Vendée, où AESH et AED se sont rassemblés. Plusieurs revendications dans leur discours, la création d'un statut de fonctionnaire de catégorie B, une augmentation salariale et la reconnaissance d'un temps complet de 24 heures pour les AESH et de 32 heures pour les assistants d'éducation. Au niveau national, on nous promet de recruter 1200 à 2000, enfin 1000 à 2000 AESH, mais c'est rien. Nous, on est déjà 1200 AESH sur toute la Vendée, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, on déplore cette situation, il y a beaucoup de démissions. Et on attend à ce qu'il y ait une revalorisation salariale et un vrai statut. Moi, j'ai fait plein de métiers. J'ai été photographe, j'ai bossé dans une agence immobilière, j'ai été libraire. Enfin, bon, j'ai des métiers, j'en ai fait. Mais là, c'est le métier qui me demande le plus d'investissement personnel. Je gagne 973,55 € par mois. Je me dis, j'ai fait des études, mais mon Dieu, c'est pas possible. Là, on a un gros manque de formation, c'est-à-dire que souvent on est recruté relativement dans l'urgence pour combler des manques. Les formations arrivent par la suite. C'est des formations qui sont quand même assez limitées. C'est parfois en visio, assez peu en présentiel. Zoom sur cette opération peu commune. À Trièze, dans le sud Vendée, les équipes d'Enedis ont déplacé un nid de cigogne juché en haut d'un poteau d'une ligne à très haute tension. Une opération, vous allez le voir, minutieuse, dont l'objectif est simple, protéger ces oiseaux et éviter tout incident avec le réseau électrique. Simon Felipeau a assisté pour nous à ce déménagement. C'est au petit matin, au cœur du parc naturel régional du Marais Poitevin, que les équipes d'Enedis se préparent pour une intervention peu commune. Objectif, retirer ce nid de cigogne installé sur un poteau du réseau électrique pour l'installer sur cette plateforme mise en place à cet effet. 3 à 4 opérations de ce genre se déroulent chaque année dans le département. On déplace ces nids parce que, comme vous voyez, c'est des nids qui sont quand même assez volumineux. C'est des nids qui peuvent dépasser les 500-600 kg avec des branches qui peuvent rentrer en contact avec les fils du réseau. Et en plus, vous imaginez qu'une cigogne avec une envergure assez grande, quand elle s'envole, quand elle décolle du nid, elle pourrait rentrer en contact avec le réseau. Donc pour de la sécurité, pour éviter que les branches touchent le réseau et créent des coupures, voire des incendies, ou pour éviter que les cigognes rentrent en contact avec le réseau, on déplace ces nids. L'opération du jour est délicate. Le terrain est détrempé et difficile d'accès. À cela, il faut ajouter le risque que le nid cède sous son propre poids une fois soulevé. Les techniciens doivent donc le renforcer avec des barres de fer et être particulièrement délicats dans leurs manœuvres. Ils ont tous été formés à ce type de manipulation. On n'intervient pas tout seul, on intervient avec des associations naturalistes, avec la LPO, avec Acrola, qui nous donnent le go pour déplacer ces nids. On ne le fait pas non plus n'importe quand, on ne le fait pas dans qu'on appelle la période noire, c'est la période en fait de nidification où les cigognes s'installent. On le fait maintenant, là, au début de l'hiver, où le nid est inoccupé avec l'accord des associations naturalistes. Après près de 3 heures de préparation, ça y est, le nid prend les airs avant de prendre place dans un camion. Quelques mètres à parcourir, puis le nid prend place sur la plateforme. Au sommet du poteau électrique, Enedis installe une girouette afin d'empêcher l'installation d'un nouveau nid et d'éloigner les cigognes des câbles. Ces dernières retrouveront donc leur nid intact et bien en place à leur retour courant mars. On termine ce journal avec un mot de cinéma et la sortie aujourd'hui de L'âme idéale. La comédie romantique dramatique d'Alice Vial avait été présentée en avant-première au Cinéville de La Roche-sur-Yon fin octobre. Jonathan Cohen, l'un des 2 acteurs principaux, était venu sur le plateau de TV Vendée pour nous parler de ce film profond où différents genres se mélangent. C'est vraiment une comédie dramatique, romantique. Le film traverse énormément de genres de cinéma.
Et c'est ça qui est surprenant dans ce film, c'est que on est ballotté à droite, à gauche d'un genre surpris qu'on traverse de la comédie à cet endroit-là, et après ça repart dans le drame. Donc c'est un film très pluriel dans les genres qu'il traverse. Et c'est assez rare pour le coup, parce que normalement, quand on a une couleur précise, on fonce. Là, Alice s'est permis d'explorer tous les genres qu'elle avait envie d'explorer. Et je trouve que c'est la force du film. Et puis effectivement, les moments de comédie avec Magali, c'est sûr qu'on y est allé, quoi. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver l'intégralité de l'entretien réalisé par Simon Filippo et Louise Viager avec Jonathan Cohen sur notre site tvvendée.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Je vous propose de jeter un rapide coup d'œil à la météo de votre mercredi 17 décembre. Et vous le voyez, au réveil, le ciel est empli de brouillard, un brouillard qui pourrait être dangereux sur les routes. Alors prudence si vous avez à prendre votre voiture. Ce matin, du côté du Mercure, 8 à 9 degrés attendus en Vendée. Et cet après-midi, le mercure grimpe légèrement, 10 à 12 degrés attendus en Vendée, avec un brouillard qui devrait se lever, mais des nuages bel et bien présents cet après-midi. Passons désormais au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce mercredi à la pratique de ce sport paralympique, la boccia en Vendée. C'est un peu entre guillemets de la pétanque. On a une boule blanche qui s'appelle pas un cochonnet mais qui s'appelle un jack. Et donc chaque compétiteur a 6 boules, des rouges et des bleus. Donc en fait, ils sont dans une petite maison tracée et donc ils sont dedans et ils doivent tirer et approcher au plus près du jack. La boccia est ouverte surtout aux grands handicaps, puisque c'est des gens qui ne peuvent pas faire par exemple du basket, du tennis de table. Et donc la boccia est ouverte vraiment c'est pour ça qu'on voit des rampes et tout ça. Même quelqu'un qui n'a pas ses bras peut faire de la boccia. C'est l'assistant, c'est le binôme. Donc en fait, comme vous avez vu, la personne, c'est la personne avec qui je vais avoir le contact maximal, c'est-à-dire la communication. Parce que c'est moi qui vais lui dire comment mettre la rampe, comment la déplacer, à quelle hauteur je vais mettre les balles, quelle balle je souhaite, etc. Et c'est vraiment de la communication. Alors verbale, gestuelle, il faut vraiment très bien s'entendre. D'autant plus que le binôme n'a pas le droit de parler. Donc c'est très très important. C'est la deuxième personne. Ou c'est la personne qui vous ressemble. Il faut vraiment qu'on soit sur la même longueur d'onde. De la joie déjà, surtout quand on gagne. Et puis la reconnaissance à notre adversaire. Parce qu'entre nous, on se connaît bien. Et comme là, c'était en 4 manches, un coup, c'est moi qui ai gagné. Un coup, c'est elle. Mais ça, c'est... Les points se sont chevauchés. Un par un. Un coup, on gagne, un coup, on perd. Ça met du piment. C'est bien. Moi, c'est le fait de pouvoir faire des choses, compétition, challenge, dépassement de soi. C'est vraiment quelque chose d'exaltant. Et puis de pouvoir exercer un sport. Ça, c'est très important. Vous savez, on est des personnes handicapées. Et là, on remet le pied à l'étrier. Et ça fait du bien. Je suis médaillée de bronze au régional. Et je vais préparer le championnat de France. Et ça fait beaucoup de bien. Ça redonne du baume au cœur. Un plus de l'info que vous retrouvez bien évidemment sur notre site tvvendée.fr. Place à votre chronique du jour. Au
programme de ce mercredi, une nouvelle chronique ciné dédiée au documentaire Quand l'hiver se mutine, réalisé par Benoît Perrault. Il était d'ailleurs l'invité de la matinale ce lundi dans Matin Malin. L'idée du film, c'était aussi ça, c'était raconter comment on est passé, cette société et ces communautés ont changé, on est passé d'une société avec des traditions ancestrales, des traditions très ancrées, des modes de fabrication, des modes d'agriculture, des modes d'organisation des communautés, de la langue, les musiques, les danses, qui étaient souvent très très anciennes. Et en quelques années, en fait, sur une période de 40-50 ans, tout a changé, tout a disparu, en tout cas tout a changé et a muté de façon très forte, notamment par l'arrivée de l'industrialisation, de l'exode rural, etc. Et l'idée c'était aussi un peu ça, c'était de raconter qu'est-ce que ça veut dire de perdre, de laisser partir, mais en même temps d'essayer de conserver, d'essayer de transmettre ce qui est bien à transmettre, et puis transmettre aussi une critique. Enfin voilà, il y avait des choses quand même pas chouettes dans ces périodes-là. Voilà, la place des femmes était très compliquée, la pauvreté, l'exploitation, c'était très dur. Et donc du coup, on a essayé aussi de faire un hommage critique, qui me semble être la meilleure façon de faire hommage à cette paysannerie. C'est toujours compliqué de trouver un titre à un film quand on réalise. Je me suis posé beaucoup de questions, prendre des extraits de chants, etc. Et en fait, j'ai opté par un dicton. C'est un dicton populaire qui est utilisé notamment ici, et c'est le 30 janvier. Le 30 janvier, c'est « Prends garde à la Sainte-Martine, car souvent l'hiver se mutine ». Et voilà. Et du coup, je trouvais assez intéressant de prendre un dicton populaire paysan qui évoque à la fois la météo, l'hiver et le froid qui redouble à cette période-là. Et puis le côté mutinerie, c'était aussi une façon d'appuyer un peu le caractère social et politique du film. Il t'aurait aimé mon école. Il t'aurait aimé. Vous y allez tous les matins à paix. Avec mes grosses gailloches ferrailles, puis mon ambersac, j'y faisais une machine. Il t'aurait aimé mon école. Ben content d'y aller, encore plus content de me rendre au ça. Lécher là le maître et puis la dame. Je s'appelions comme au Hatia. Moi, je viens d'une famille qui est issue du nord de la Vendée, sud de Loire-Atlantique, on va dire. Donc voilà, ce qui fait quand même partie du Poitou. Et depuis peu, j'habite dans la Vienne, donc qui fait aussi partie du Poitou, c'était à Poitiers. Et en fait, l'idée du film du départ, c'est de faire un hommage, je pense aussi, à mes aïeux et mes aïeuls paysans de l'ouest de la France depuis des générations et des générations. Et ça m'intéressait aussi parce que je trouve que c'est une thématique très peu regardé, c'est-à-dire la paysannerie et le milieu rural, notamment sous cet axe-là, qui est plutôt un axe culturel avec des archives. Donc c'est mon premier long métrage, mais j'ai déjà fait plusieurs courts métrages. À chaque fois, ces courts métrages, ils ont beaucoup de rapport avec la musique. Et voilà, et je pense que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la musique et son rapport avec le contexte dans lequel c'est fabriqué, les contextes sociaux, économiques. Et du coup, voilà, ça m'intéressait aussi de travailler cette culture-là, cette culture musicale, qui était une culture musicale qui dépasse largement les a priori et qu'on peut avoir sur cette musique traditionnelle et ces chants traditionnels. Et donc ça a été extrêmement important et toute la narration a été construite à partir de ces chants, qui sont soit des chants qu'on a glanés, collectés, des chants en archives, soit des chants et des musiques qu'on a repris contemporainement avec un groupe Ma Petite. Et vous retrouvez cette nouvelle chronique ciné sur notre site tvvendée.fr. C'est l'heure de votre extrait du jour. Tous les matins, nous vous présentons un extrait d'une émission du jour diffusée sur TV Vendée. Place aujourd'hui à une émission de culture musicale. Aujourd'hui, un extrait du jour consacré à l'émission Backstage, présentée par David Ovinet. Il reçoit l'artiste Jenny du groupe Jenny and the Band. Ce nouveau numéro est bien entendu à retrouver dès aujourd'hui sur notre antenne. Et nous approchons de la fin de cette matinale. C'est donc l'heure de passer à votre café cuisine. À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale. Une bouteille de Cérus Magnum Brut de champagne à Opé Blanc, offert par Cave à Vin. Je le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais si vous souhaitez tout de même participer au jeu de la matinale et tenter de gagner ce très joli lot, voici la question à laquelle il vous faut répondre cette semaine. Quel est le nom de ce chef d'entreprise vendéen qui va participer
à son 22e Dakar en janvier 2026. Vous l'avez donc compris, nous cherchons cette semaine le nom et le prénom d'un chef d'entreprise vendéen qui va participer à ce Dakar qui partira d'Arabie Saoudite début janvier 2026. Un troisième indice en ce mercredi, l'entreprise qu'il dirige, ce chef d'entreprise vendéen, son siège est basé au Poiré-sur-Vie. Et je le rappelle, il s'agit d'une entreprise en lien avec le milieu de l'automobile. Et vous avez jusqu'à vendredi midi pour jouer avec nous. Direction le site tvvendée.fr, rubrique jeux, pour y déposer votre réponse. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous à 12h30 avec Élise Blanchard et votre journal de la mi-journée. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous demain dès 7h dans la matinale. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée.